Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la troisième mi-temps du Middle. Vous le voyez, le rugby, le 15 de France va mal. Match nul des Français, 13 partout sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy de Lille. Une dernière pénalité manquée par Paolo Garbisi, le louvreur italien, a préservé ce match nul qui aurait pu être, la situation aurait pu être bien plus grave pour le 15 de France. Elle l'est déjà. Comme d'habitude, on va débriefer ce match pendant environ 1 heure. Il y aura aussi une partie top 14, une partie 7, c'est une troisième mi-temps un peu large parce que c'est un week-end de gros doublons. Il y a un match encore de top 14 ce soir. Donc on a voulu le faire après le match de 15 de France, mais on va essayer de parler un peu de tout. Avec moi, il va falloir être bavard, messieurs. Théophile Harley, Yanis Guillou, bonsoir messieurs. Bonsoir. On va être bavard même si Oui, on a les mines oui. un peu déconfites là. Voilà, et je peux vous dire qu'ils sont déjà assez bavards sur le chat. N'hésitez pas, comme d'habitude, on essaie de tout prendre, mais il va falloir s'y habituer. Vous êtes de plus en plus nombreux aussi. Avant, faut le dire, c'était un peu plus facile de trier. Là, maintenant, vous êtes beaucoup à parler, donc à vous parler tous. Ne nous en voulez pas si on ne prend pas votre question ou votre avis. Messieurs, directement dans le vif du sujet, match nul. C'est pas un cataclysme, mais pas loin pour l'équipe de France, autant comptablement, au tableau d'affichage, mais aussi dans le contenu. Il n'y a pas grand-chose à retenir de ce match, si ce n'est que c'est un match historique. C'est le premier match nul entre les deux sélections, et c'est pas une bonne nouvelle pour le 15 de France, loin de là. Ce qu'il faut dire déjà, c'est qu'au-delà du cataclysme, le match nul, c'est un miracle. Déjà, miracle parce que il y a la pénalité de Paolo Garbisi en fin de match qui atterrit sur le poteau juste après que le ballon soit tombé du tee. Et il y a STC en début de match de Charles Olivon qui est plus que litigieux. On va dire qu'on est content d'être français sur cette action. Donc sur plusieurs points, la France en fait mérite de perdre le match. Et notamment dans le contenu. Donc brouillon d'abord, dominé ensuite, j'ai envie de dire, en fin de match. L'Italie a pris confiance au fur et à mesure des minutes et du temps pour nous punir. Puisqu'on attendait que ça, en fait, être puni, je pense. Dans l'agressivité, on l'a eu 5 minutes. Il y a plusieurs joueurs individuellement, c'était pas possible. Ouais, on va y revenir. Et collectivement, et puis derrière, on a un gros souci derrière. Alors, on se fait dominer aussi, c'est partout en fait, je suis en train de me dire. On se fait dominer en mêlée, on se fait dominer en touche, on se fait dominer sur les phases de collision et même derrière dans la création. On n'a plus cette ADN équipe de France, on n'a plus le truc qui nous faisait gagner, on n'a plus la confiance, on n'a plus rien. Et là, je suis presque déçu que finalement on n'ait pas perdu puisque ça aurait mis encore un bon coup dans le tas et ça aurait peut-être fait changer les choses. Alors que là, j'ai l'impression qu'avec le match nul, plusieurs joueurs et le sélectionneur vont se raccrocher aux branches pour dire mais non, on est encore dedans, faut nous faire confiance encore. Je pense exactement pareil sur le fait que je suis presque déçu qu'on n'ait pas perdu parce que effectivement cette défaite, alors tu dis on a frôlé le cataclysme, honnêtement on est à un poteau du cataclysme, donc je considère déjà que c'est un cataclysme très Être à un poteau de faire comme l'Italie, sans manquer de respect aux Italiens, c'est déjà pas loin d'être une énorme, c'est catastrophe. ça. Et donc effectivement je pense que pour la suite, ça aurait presque été mieux qu'on perde ce match parce que quoi qu'il arrive, un match nul, ça va pas nous faire engranger de la confiance, donc ça va vraiment pas nous servir pour la suite. Là où on se dit une victoire, ça peut permettre de lancer une série et tout. Là, match nul, ça lance aucune série, donc une défaite, ça aurait peut-être marqué encore un peu plus le coup et plus tellement laisser le choix au staff et aux joueurs de changer des choses, mais dans le fond, quoi. Ouais, alors, tu en as parlé, Yanis, il y a eu des erreurs individuelles, il y a aussi des événements malheureux. On va en parler de Mathieu Jalibert, il n'a pas fait un grand match, mais il s'est blessé. Déjà, on espère que c'est pas très très grave. Ouais. Les premières images sont pas très rassurantes aussi. Quand on voit qu'il doit être aidé par 2 soigneurs pour sortir du terrain, il ne pouvait plus poser le pied gauche, il s'est blessé. Bon, je pense que si vous nous regardez, vous avez regardé le match, il est touché au genou gauche. Fabien Galtier a annoncé le ligament latéral interne touché. Est-ce que c'est une entorse? Est-ce que c'est une rupture? Ça change beaucoup de choses. Est-ce que c'est juste un gros coup? On l'espère au fond. Attention, il n'est pas médecin, il a pas fait des Attention, images encore. Romain Tamac, c'était rassurant. Et Cyril Bay, c'était une déchirure, je ne sais plus ce qu'il avait dit. Bon, bref. Donc voilà, il y a aussi le carton rouge de Jonathan Danty, juste avant la mi-temps, qui a été, John Bunker, qui a été transformé en rouge pendant la mi-temps. Au moins là, ils ont pris la décision en toute discrétion, ils ont pris le temps. Mais on va y revenir. Mais surtout, voilà, je voulais aussi, messieurs, même si au fond on peut se dire c'est toujours mieux un match nul qu'une défaite, même si je comprends votre avis que ça aurait fait peut-être bouger les choses. Et aussi, il faut le dire, on n'aura pas Jérémy Fada en direct. Il y a beaucoup de boulot ce week-end. On n'aura pas un peu la conférence de presse. Parce qu'en Écosse, il avait dit que c'était un des meilleurs matchs du 15 de France.
Bon, si Pas sûr Fabien qu'il dise la Galtier même nous sort chose. ça en conférence de presse, on se lève et on s'en va, je pense. Mais il a quand même dit qu'il soulignait l'attitude Qui s'était pas lâché. des Français, J'ai envie de dire- guerriers. J'ai envie de dire heureusement. Parce que Oui, c'est- oui, Non, mais c'est à un pas moment, du- tu joues on un a- match de rugby, tu Honnêtement, joues on a rigolé professionnel. hier lors de la journée top 14 à la rédaction. À chaque fois, il dit ça. Je sais pas s'il y a une équipe qui s'est lâchée un jour dans l'histoire du rugby. Déjà. Le Lyon contre Parce que- Toulouse, il y a pas longtemps. Ben non, mais parce que tout le monde dit on ne se lâche pas. Heureusement que personne ne se lâche. Bref, en termes de contenu, messieurs, c'est là où c'est quasiment le plus inquiétant. On parlait contre l'Irlande, oui, on a été dominant, on n'a pas eu beaucoup de ballons, c'est normal qu'on n'y ait pas eu d'occasion. Ok, contre l'Écosse, ça tient aussi du miracle. Faut pas oublier la dernière action écossaise, la victoire tient du miracle. Là, c'est pareil, mais c'est surtout dans le jeu. Une première mi-temps où tu as la possession, j'ai noté, première mi-temps, tu bats 22 défenseurs, l'Italien bat que 5. Tu as quelques percées, notamment celle de Mathieu Jalibert avant sa blessure. Mais tu mets rien au fond, quoi. Je pense que ça reflète. Tu ne mets rien au fond. Ça reflète le manque de confiance qui émane de cette équipe. Dans le dernier geste, on n'est pas juste du tout et on commet des fautes de main, des fautes tout court. D'ailleurs, je crois que notre nombre de turnover est assez énorme. On a perdu. je Ouais, crois, 18 ballons perdus. 18 ballons ballons perdus au total par la 15 de C'est France, des très en avant, inquiétant. des arrachages. C'est Donc, fou. dans tout le match et très particulièrement en zone de marque où on a plus cet esprit tueur qu'on avait avant. Mais c'est assez incompréhensible parce que, pareil, ça va avec la confiance. C'est-à-dire que maintenant, on a l'impression qu'il faut qu'on marque sur 2 ou 3 temps de jeu parce qu'on n'est pas capable de conserver le ballon de plus de 2 ou 3 temps de jeu. Ouais, c'est vrai. On le voit bien souvent, on a des possibilités un peu sur les ailes, etc. Et on l'a vu Penaud le faire à plusieurs reprises, taper au pied parce qu'il faut marquer sur cette action absolument. Alors qu'avant, proche des lignes, on était patient, on était sûr de nos forces, on n'hésitait pas à jouer avec les avants. Là, c'est compliqué la tâche. Plusieurs fois, on a fait des espèces de renversements pour essayer de marquer vite. Alors qu'avant, ça nous faisait plus peur d'enchaîner les temps de jeu. On savait qu'on était capable de le faire. Et en fait, je suis assez dans l'incompréhension parce que l'équipe qu'on présente sur le papier ce soir, c'est quasiment la même que contre l'Afrique du Sud. Enfin, Contre l'Italie, la Coupe du Monde. Contre l'Italie, la Coupe du Monde. Tu t'es dit contre qu'en l'Italie. plus, les moins Et- décevants, c'est les deux novices, c'est Boudin et Tulagi. Bon, il y a Kroos aussi. Mais Boudin et Tulagi. Et surtout que la ligne arrière, c'était la même qui en a mis 60. Je rappelle quand même à la Coupe du Monde, 60 à 7 contre cette quasiment même équipe d'Italie. Il y a quelques changements, il y a un nouveau sélectionneur, Gonzalo Quesada, c'est un nouveau cycle. Ok. Bon, il n'y a pas eu de révolution non plus dans le rugby italien. Et on a l'impression qu'il y en a eu une dans le rugby français qui regarde vers le bas, quoi. On se Dans le de- mauvais on se de- sens. On se demande vraiment ce qu'il s'est passé pendant cette période-là. Je pensais pas que la défaite contre l'Afrique du Sud allait autant inverser la tendance et autant changer la dynamique des Bleus, passer d'une confiance presque ultime où tu te dis sur même les matchs un peu compliqués, ça va finir par passer. Je pense notamment à l'Afrique du Sud où voilà, on sent que le match est compliqué et au final on se dit mais ça va finir par passer parce que ça passe tout le temps en fait depuis 4 ans ou presque. Et là on est qui s'est passé extrêmement loin de tout ça. Ce qui s'est passé, c'est qu'on maintenant on donne une confiance aveugle à des mecs qui ont performé par le passé, qui n'arrivent plus du tout à performer, et qu'on s'interdit de changer les choses, Peut-être, qu'on s'interdit de passer à autre chose, et qu'aujourd'hui il y a des mecs qui ne performent plus. Et on le voit, mais pourtant on se dit, comme ils ont été si bons par le passé, on ne peut pas les enlever. On a l'impression qu'on leur donne une légitimité comme si on avait gagné la Coupe du Monde en plus. En fait, on a basculé. Là, c'est des mecs qui ont performé dans le dernier simulation il y a 2 ans, et qui, depuis un match sur 2, c'est des fantômes, quoi. On a pris le pendant complètement opposé de ce qui se faisait avant. Avant, c'était, dès qu'il y avait une mauvaise performance, on changeait tout. Et du coup, les mecs, ils jouaient un peu avec la peur parce qu'ils savaient que s'ils n'étaient pas forcément très bons, ça pouvait vite changer. On pense notamment à la charnière où il y a eu une période où on changeait de charnière à tous les matchs, même beaucoup de postes. Et là, c'est vrai qu'on a l'extrême opposé, qui est qu'effectivement les joueurs jouent dans un fauteuil et peut-être un peu trop dans un fauteuil pour qu'ils se remettent Question. qu'ils se remettent en question. Ouais. Et du coup, est-ce qu'il faut changer beaucoup de choses dans cette équipe? Là, déjà, les 2 prochaines semaines vont être très longues, parce que tu joues pas dès la semaine prochaine. Désolé, il faut dire Donc, des tu as noms, certains joueurs qui vont un peu. se régénérer. Ouais, même s'il y aura beaucoup de protégés, je pense qu'ils vont jouer ce match, il y en aura beaucoup de protégés. Ou alors, il y aura déjà des enseignements. Si certains ne sont pas protégés et que d'autres le deviennent, je pense qu'il y aura quelques Deux enseignements. porteurs protégés. Mais bon, t'avais pas Fichement, Louis ouais, Bielbiarré, donc, donc on va dire que Louis Bielbiarré, il est un peu épargné de ce match. Et il a déclaré forfait, je rappelle, samedi, le Girondin. Mathis Lebel, il arrive hier, il fait avion, train, il arrive tard le soir, il finit arrière, alors que ça fait longtemps où il a très peu joué arrière, ou mis à part un début de saison avec Toulouse. Donc ça, ce sont des joueurs qui vont passer entre les mailles du filet, je pense, et à raison. Il y en a d'autres, ça va être difficile de les défendre, même si on va pas assassiner encore une fois, on nous a accusés de tout, notamment au niveau de la charnière.
encore une fois, la charnière, c'est pas concluant. La charnière, faut changer les choses. La charnière est très bonne à Bordeaux, est très bonne en top 14, mais aujourd'hui, dans ce tournoi de destination, elle est pas bonne du tout, elle est même catastrophique. C'est un peu fort catastrophique. Non, contre l'Irlande, elle est mauvaise. Lucu, si on regarde les notes du middle, Lucu, il n'y a pas un match où il a moins de 5, où il a moins de 4 même. Oui. C'est mauvais. Et je pense qu'ils en ont conscience aussi. C'est des bons joueurs de rugby, c'est des professionnels, c'est des mecs qui savent performer et qui ont énormément de talent. Mais ces 3 derniers matchs avec l'équipe de France, ils n'ont pas été bons. Et puis la Ils différence. n'ont pas été bons, donc il faut les changer. Au bout d'un moment, un match ça va, 2 matchs ça va, 3 matchs, faut changer. La différence aussi avec avant, c'est qu'on avait beaucoup l'excuse du il joue derrière un paquet d'avant qui recule. Ça, c'est vrai que c'est un peu. Oui, ça joue. Mais C'était un peu le paratonnerre de la charnière. Contre l'Irlande, c'était vrai. Contre l'Écosse, c'était aussi vrai dans une moindre mesure, mais c'était vrai aussi. Là, honnêtement, contre l'Italie, notamment en première mi-temps, devant, on est très bon. Boudéan qui relève des ballons et qui avance, qui met dans l'avancée. Tuilagi qui met dans l'avancée. Antonio qui fait une très bonne première période. Ilmele qui a dominé un peu sur le début du match. Exactement. Sur l'axe droit. Exactement. Et en fait, à chaque fois, systématiquement, dès qu'on essayait de jouer derrière ou de changer quelque chose, ça fonctionnait pas. Alors cette excuse-là de jouer derrière un paquet d'avant et la charnière est tributaire de son paquet d'avant, là honnêtement cette excuse ne fonctionne plus. Donc effectivement, faut tenter de nouvelles choses. En tout cas, le système de jeu vraisemblablement ne leur convient pas. Vraisemblablement, ils ne jouent pas comme ils savent jouer. On sait qu'ils sont capables de très bien jouer. Là, ils ne jouent pas dans la manière où ils sont à l'aise. C'est vrai qu'au final, cette première mi-temps, elle démontre beaucoup de choses, malheureusement, pour la charnière. Parce que quand tu domines autant, même s'il n'y a pas que sur le terrain, quand Penaud fait un coup de pied directement en touche, tout ça, ça arrive, mais il n'y a pas que la charnière. Mais quand même, ce sont des choix. La perte de centre aussi. Je ne veux pas encore taper sur Jalibert, mais quand on voit la première action où tu as avantage, et il fait un coup de pied rasant, quasiment directement en touche, comme s'il occupait parce qu'il gagnait 19-3, c'est surprenant même. C'est pas remettre en cause son talent, mais il y a des choix qui surprennent. Jette le ballon, c'est pareil. On dirait qu'ils sont un peu... qu'ils ont du mal à se mettre dans le rôle, dans le projet de jeu. Donc il y a des choix qui sont incompréhensibles quand même. Derrière notre écran, certes, certains diront qu'on est derrière l'écran, mais quand même, il y a des... La question c'est, est-ce que le projet de jeu, comme tu dis, pèse sur eux et que du coup ils n'arrivent pas à s'en extirper et à se sentir libérés, ou est-ce que c'est vraiment une histoire de forme du moment qui est pas bonne, quoi? Non, mais il y a plusieurs trucs, parce qu'il y a aussi le fait que, encore une fois, c'est la charnière qui a mené l'équipe de France à mettre 60 pions à l'Italie. C'est ça qui est plus frustrant. Donc c'est les deux mêmes joueurs. Énorme. Je crois pas que le plan de jeu était révolutionnaire. Le meilleur match Jalibert en équipe de France, c'est contre l'Italie à la dernière Coupe du Monde. Il fait une masterclass. Et ce qu'on dit à ce moment-là, c'est que Lucu a été excellent aussi, et on se dit, oui, il est excellent, mais bon, on met 60 pions à l'Italie, ils sont nuls, et donc, je veux dire, tu mets n'importe qui, il aurait été excellent contre cette équipe d'Italie-là. C'est les deux mêmes joueurs, c'est pas le même staff, mais c'est le même sélectionneur. On n'a pas révolutionné non plus notre plan de jeu, et pourtant, ça ne fonctionne plus. C'est assez incompréhensible. Mais c'est incompréhensible, mais par contre, je pense qu'il n'y a pas 36 autres milliards de solutions que de changer, quoi. Après, bon, vous imaginez dans le chat, il y a beaucoup de monde, il y a 1300 personnes, donc je vous préviens, attention, vous êtes regardés, messieurs. Souriez. On assume les responsabilités. Souriez. Non, mais bien sûr, la charnière, ça fait beaucoup parler. La charnière, c'était prévisible. Ils sont tellement pas les seuls. Quand tu regardes aujourd'hui les performances de Peato Movaca par rapport à ce que c'était à la Coupe du Monde, on est tous d'accord pour dire que Peato Movaca, c'est un énorme joueur. C'est un mec qui, avec Toulouse ou avec l'équipe de France, a toujours performé, a toujours été plutôt régulier. Et là, il est méconnaissable. Je ne sais pas si c'est le projet de jeu, la confiance globale de cette équipe ou le niveau individuel des mecs, mais il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qu'il faut changer. Il y a un truc qu'il faut changer et... Cyril Baille, c'est pareil. Et quand tu regardes, tu balayes tous les postes. Ouais. Ça marche avec Penaud aussi. Lui-même depuis un an. Penaud, c'est pareil. Si Penaud à la fin du match, tu sens qu'il heureusement qu'il a encore plus l'efficacité qu'il avait. Ce truc-là, mais c'est plus un tueur. C'est vrai que tu peux pratiquement faire tout le 15 des Bleus. La paire de centre, c'est un exemple limpide. Aujourd'hui, Ficou, on pensait qu'il s'était repris sur son dernier match contre l'Écosse et qu'il allait repartir vers l'avant. Bon, il retombe dans ses travées, il est invisible. Danti, c'est pareil. Danti, c'est un mec qui doit avancer sur chaque impact. Là, et bon, il a gratté un ballon, je crois. Oui, il a gratté un ballon. Et après, on l'a plus vu. En deuxième mi-temps, oui, en deuxième mi-temps, on l'a pas vu. En deuxième mi-temps, il a fait un tête contre tête. De le voir. Plaquage dangereux. Et pour le coup, Moefana a beaucoup plus montré que lui quand il est rentré.
Ramos, je suis désolé, Ramos aussi, je vais faire toutes les lignes, mais Ramos, c'est un énorme joueur aussi, un super buteur, c'est un mec qui fait des différences, et qui, là, bon alors, le contexte n'est pas simple pour lui, il est passé en numéro 10, mais il n'a pas été dans le match, comme ses coéquipiers, comme tout le monde, et j'ai presque plus que les joueurs, moi j'en veux... peut-être au plan de jeu, peut-être à Fabien Galtier, de ne pas les mettre en confiance et de ne pas les mettre dans leur élément. C'est ce que j'allais dire parce que en fait, c'est impossible, ou en tout cas, je ne peux pas le croire, que chaque joueur soit devenu nul en 3 mois. Mais ils sont pas nuls, ils font pas des mauvaises prestations. Ils sont pas bons. Non mais que chaque joueur soit devenu mauvais en 3 mois, ça me paraît impossible. Ça veut dire qu'à mon avis, il y a ou un blocage mental mais collectif, parce que tous sont en dessous de leur performance habituelle. Donc, où il y a un blocage mental collectif, ou alors, effectivement, avec le staff, parce qu'il y a un nouveau staff aussi, il ne faut pas l'oublier, les entraîneurs ont été changés, même si Galtier est toujours en place, où le plan de jeu, le message ne passe pas, mais c'est collectif. Pour moi, c'est vraiment collectif et global plus que individuel sur chaque joueur. Ce qui est très frustrant pour moi, c'est qu'en plus, c'est des joueurs qui sont intelligents, ils le savent quand ils font des mauvaises performances. Et en fait, depuis 3 matchs et les mauvaises performances qui s'enchaînent, il n'y en a pas un qui explique le pourquoi et le comment, qui explique peut-être un mal-être, qui explique quelque chose. On est tout le temps dans le positif, et je pense que c'est une volonté de com de la part de la Fédé et de Fabien Galtier, de tout le temps montrer le positif, mais il faut aussi dire quand il y a des choses qui ne vont pas. Et c'est quelque chose qui manque, je trouve. Après, est-ce que sur ce match, sans chercher forcément d'excuses, tu manques pas naturellement de leader aussi ? Parce que on va pas, voilà, on a pas après, il y a Anthony Dupont qui fait du 7, t'as perdu Anthony Gelon 2 semaines avant le tournoi. Là sur ce match, t'as pas Grégory Aldrit qui est waterboy, qui est porteur d'eau parce que il souffre d'une entaille à la jambe, je le rappelle. Charles Olivon, c'est le joueur qui est remplacé dans la 3e ligne. Quand il me semble, c'est Alexandre Roumat. Oui. Non, Alexandre Roumat remplace Woki. Il remplace Woki. C'est Abadi, Esteban Abadi. Voilà, première sélection pour Esteban Abadi. Il remplace Olivon. Est-ce qu'au final sur ce match, Danti qui est censé être un joueur expérimenté, qui prend un rouge? T'as pas naturellement aussi, voilà. Ouais, mais Fico, c'est censé être le capitaine de la défense. Oui, mais il peut pas tout faire. C'est ton leader derrière. Même s'il est leader tout seul, il peut pas tout faire. T'as peut-être aussi manqué de leader dans ce match. Oui, mais t'as manqué de leader parce qu'ils ont failli aussi individuellement, ceux qui sont encore là. Parce que oui, on peut dire qu'il manque Aldrit, qu'il manque. Mais peut-être que tu ne deviens pas leader non plus à 10 minutes. Non, mais c'est des leaders qui étaient déjà là avant. Charles Olivon, il était là. Julien Marchand, il est rentré, il a été bon, mais c'est un leader. Maxime Lucu, il a intégré le groupe des leaders, donc il arrive avec quand même un peu d'expérience, un peu de bagage et de la confiance parce qu'il est quand même bien installé par Fabien Galtier. Là, les leaders ont failli et Ficou également, il peut pas être partout, mais là, il est plus nulle part, quoi. Donc, je suis d'accord avec vous, mais ils sont censés apporter quoi les leaders là ? En quoi vous attendez un leader là ? L'exemplarité. C'est un mec qui, parce que tu l'as senti à l'heure de jeu que les Italiens ils prenaient confiance. Les Italiens, je pense que pendant une mi-temps, ils se sont dit bon, on va en prendre 40, notamment après l'essai d'Olivon à la 10e minute. Donc pour vous, c'est purement mental. Il n'y a pas de truc de principe de jeu, ni de truc de physique. Principe de jeu, mais le talent. Physiquement, en fin de match, oui, possible. On est catastrophique. Possible talent. Mais au bout d'un moment, le talent, tu l'as aussi. Tu as eu des mauvais choix d'un Le Garec. Peut-être que c'était pas le bon moment pour le faire entrer si tôt, mais c'est pas la fatigue, c'est pas le manque de talent. En termes de talent, tu es meilleur que les Italiens à tous les postes, ou presque. Voilà. T'es meilleur que les Italiens, donc c'est autre chose. C'est le projet de jeu, ce sont les choix qui, pour moi, il y a certains choix, c'est pas dû à la fatigue physique. C'est un problème de. Quand tu as beaucoup de jeunes, Esteban Abadi, le cadeau, première sélection. c'est le même cadeau qu'on a fait sur le Tuilagi contre l'Irlande. Qui a été bon, mais c'est pas un cadeau. Au bout d'un moment, si t'as pas des mecs sur le terrain pour resserrer tout le monde et dire les gars, ils sont en train de prendre confiance, faut baisser la tête, sinon on va se faire surprendre. Non, ils ont attendu, ils ont donné le bâton, et au bout d'un moment. Moi, ce que j'attends d'un leader sur ce match-là, au-delà du mental, c'est de l'exemplarité et un mec qui, par son exemple dans l'investissement, emmène avec lui tout le groupe qui peut être dans le doute. Donc on va compenser le fait que techniquement, tactiquement, on n'est pas bon, on rate beaucoup de choses, etc. Mais par contre, dans l'engagement, l'image que je peux donner, c'est du sautoir, période équipe de France catastrophique, 2015, etc. Ou Guirado. C'est le mec à la pointe du combat, un exemple. Alors l'équipe de France était bien moins bonne. Kroos n'a pas été un exemple. Non mais ça visiblement ça n'a pas suffi parce que ça n'a pas emmené les autres avec lui. C'est la même chose que par exemple Gelon en Australie. Quand il a été capitaine sur la tournée en Australie, il était entouré de nouveaux, mais dans l'engagement et dans l'exemple qu'il montre, tu vois un mec qui se tue à côté de toi à ce point-là, forcément ça emmène avec toi. Là, j'ai pas eu l'impression qu'il y avait ce joueur-là qui emmenait avec lui pour moi, Kroos l'a été, mais donc du coup le problème est plus profond, c'est qu'ils ne suivent pas Kroos.
C'est que les autres joueurs n'ont pas suivi Kroos. Non, n'ont pas suivi tous, et que du coup, tu n'as pas suivi ton leader. C'est pas qu'il y avait un manque de leader particulièrement, même si Kroos, je suis d'accord avec vous, était au final assez scellé, à part quand Julien Marchand est rentré. Mais du coup, personne ne les a Et suivis. tu vois, il y a un moment qui, personnellement, m'a marqué. C'est au moment où Ramos passe 10. Alors, Ramos, il n'a pas fait le match de sa vie, ok, mais ça n'a pas été le pire. Oui, voilà. qui parle. On l'entendait gueuler, mais de partout. On l'entendait gueuler parce qu'il était arrivé en 10 dans une équipe qui jouait pas bien au rugby, qui finissait pas les actions. Certes, ça n'a pas changé au final, ils n'ont pas marqué d'essai après ça, mais tu sentais la différence de caractère. C'est que tu avais mis un mec en 10 qui gueulait. Et encore une fois, c'est pas pour comparer avec Jalibert. Chaque 10 a sa manière de gérer ses joueurs, il n'y a pas de problème. Mais tu as vu la différence quand Ramos est arrivé. Ça n'a pas changé, mais au moins tu voyais que. Et à la fin du match, c'est Ramos qui parlait aussi, quand il leur dit on va voir les supporters, tout ça. Tu sens que Ramos, lui, a assumé. Alors, il a peut-être pas tout bien fait, mais c'était un leader. Il y en a d'autres, j'ai pas vu beaucoup de mecs après gueuler ou essayer de resserrer les troupes pour éviter la catastrophe. Parce que la catastrophe, elle est arrivée. Est-ce que ça ne dénote pas une frustration et un problème en plus de ne pas avoir vu Ramos parler comme ça avant la sortie de Jalibert? Mais il peut pas crier Ramos, un 15. il a attendu. Ah, mais ça, non. mais sûr que si. Mais sûr que si. Parlez-moi d'un 15 qui crie un top 14. Il y a des 15 qui sont des deuxièmes 10. Hein. Il y a des Non, mais 15, ok, et surtout mais- Ramos. Non, mais ok. Surtout Ramos, des bien mecs évidemment. qui sur le mais je suis retour, d'accord, mais ils sont placés en 10. Oui, mais Et ils tu gueulent peux pareil. forcément moins le faire. Oui, parce que t'as Vraiment, pas non plus tu envie de peux marcher le sur les voir pieds. quand même T'as le pas, faire, envie, hein. t'as pas envie de marcher sur les pieds non plus du 10. T'as un 10 qui est là, qui a les Ça pieds dénote quelque nickel. chose. On aurait dit que ça le rongeait depuis le début du match et que là il est arrivé, Et il a c'est possible. explosé. Qui nous dit qu'il le fait pas, c'est juste qu'on l'entend pas parce qu'il est pas à côté de l'arbitre. Il a fait énormément, presque. Tellement on l'a vu, quoi. On dirait qu'il a explosé. C'est aussi que quand il passe 10, il est à côté de l'arbitre et on l'entend crier dans le micro de l'arbitre. S'il crie derrière, on l'entend pas. Ça aussi, Penaud, il peut crier, tu l'entendras jamais. Donc ça, on sait pas. En tout cas, en 10, il a un truc. Ça a pas changé les choses. Au final, il y a eu match nul. Mais au moins, ça a été un des joueurs. Et puis Kroos, messieurs, on va commencer avec les joueurs, on va passer aux notes après. Mais juste Kroos, qui, je le sais par avance, parce qu'on travaille au middle, c'est la meilleure note des journalistes midi olympiques. Kroos, c'est à la fois le meilleur joueur français depuis le début du tournoi, mais c'est à la fois un style de joueur que c'est jamais une bonne nouvelle si tu le vois trop. Ouais, C'est ouais. ça aussi qu'il faut se dire. C'est que François Kroos, quand tu le vois trop, quand François Kroos est obligé, entre parenthèses, de faire 18 plaquages en Écosse, c'est pas une bonne nouvelle pour l'équipe qui a Kroos dans, tu vois, qui a Kroos dans Là, en son numéro départ. 8, est-ce que pas un peu. Enfin, ce Oui, mais constat tu sais que est c'était un peu pas un moins numéro vrai, 8. Mais je suis extrêmement d'accord avec C'était toi. pas un numéro 8, il grattait les ballons. C'est vrai que c'est un mec de l'ombre vois, qui est censé fluidifier le Mais tu jeu vois, et tuer des actions. Et on s'est dit la même chose contre l'Écosse, hein, d'ailleurs. Voilà, C'était et pas j'ai- un bon signe que ce soit Et lui. Voilà, et j'ai pas vu Kroos changer son jeu. Kroos est resté François Kroos. Il avait juste un numéro différent et même il a pas apporté parce que c'est normal, c'est pas son style. Les percussions que fait Aldrit, c'est plutôt Pozzolo Tulagi, tout ça. C'est resté un troisième Ignel, si Il a je quand peux me même faire comprendre. beaucoup été utilisé en l'heure, tu l'as dit d'ailleurs. Hmm Il a quand même Oui, été beaucoup utilisé alors parce que je pense qu'ils se sont dit ils vont beaucoup Bah, l'attendre. c'est intelligent pour le coup. Oui, et une fois il a pris le ballon, par contre il a laissé deux sur Oui, le il a carreau, avancé, il a fait avancer, il a fait la passe à Olivan. Il fait un Bon. bon match. Messieurs, un mot sur Kroos. C'est. Il y avait Simon Valzer il y a 2 semaines, c'était le phare au milieu de la tempête. Bah, c'est un peu pareil, quoi. C'est Kroos, c'est un des seuls qui surnage. Ouais, Mais c'est vrai, c'est un joueur qui sera peut-être toute sa carrière sous-côté parce qu'il joue à Toulouse, où il y a des stars à toutes les époques dont il fait partie, mais on parle forcément plus d'autres à des postes qui brillent un peu plus ou un peu plus facilement. Là, en équipe de France, c'est pareil. Kroos, c'est énorme ce qu'il fait. Certes, ça n'a pas suffi, mais c'est un des joueurs où tu ne peux rien dire sur son investissement et sur ses performances. Mais Et il n'y en a pas beaucoup pour l'instant. Ouais, mais il est sous-coté parce que justement son style de jeu se prête au fait d'être sous-coté. Et à partir du moment où il l'est plus, c'est presque pas bon signe parce que comme tu dis, ça veut dire qu'on le voit un peu trop par rapport au registre dans lequel il est. Le fait qu'il soit sous-coté, c'est sous-coté à mon avis aux yeux du grand public, mais pas du tout aux yeux du staff qui ont sous les yeux les stats de plaquage, les stats de course, les stats de soutien qui doivent être énormes. Et donc ouais, comme tu dis, c'est pas forcément bon signe si c'est le nom qu'on sort à la fin du match et qu'on dit c'est le meilleur français depuis le début du tournoi. Et Kroos, je crois que c'est Simon qui l'appelait monsieur 15 sur 20 ou Nicolas Hugo, mais c'est exactement ça. Il va toujours, enfin il déçoit vraiment très très rarement, aussi bien lorsqu'il est titulaire que ce soit 3e lignel, numéro 8 ou lorsqu'il était sur le banc parce que devant lui tu avais des gelons Comme dit tout le cas dans le chat, c'est un leader par l'exemple. Oui. C'est un leader par l'exemple. Et si tu as plus de mecs comme ça aujourd'hui, je pense que tu gagnes le match. Et puis dans une époque où on dit ouais, la nouvelle génération est insensible à la pression, personne les touche, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, machin, bah au final c'est Kroos qui est un peu plus vieux qu'eux,
qui sort tout le temps la tête de l'eau, qui est un peu le grand frère exemplaire de cette équipe et qui tout le temps est performant. Ouais. Messieurs, on va passer du coup aux notes. Alors je les ai là, exactement. Hop. Donc je vais essayer d'être propre, comme François Cros, pour le dire. Monsieur Propre, on pourrait l'appeler Monsieur Propre. Ça part du 15 au numéro 1 du coup. Thomas Ramos, 3,5 sur 10. Damien Penaud, 4 sur 10. Ficou, 3,5 sur 10. Jonathan Danty, 1,5 sur 10. Pire note de l'équipe de France, il me semble. Oui, je pense. Qui ça va être difficile. 1,5, ah oui, Ça 1,5. va être difficile. Mathis Lebel, 4,5 sur 10. Jalibert, 3 sur 10 avant sa sortie à la 37e minute. Maxime Lucu, 2,5 sur 10. Ça, c'est pour la ligne arrière. Et pour les avants, François Cros, du coup, 6 sur 10. Meilleure note de l'équipe de France. Olivon, 4,5 sur 10. Boudéan, 5,5 sur 10. Tulagi, 5 sur 10. Woki, 3 sur 10. Oui, Antonio, 5 sur 10. Tout juste la moyenne pour Antonio. Movaca, 3,5. Et pareil pour Cyril Bay, 3,5 sur 10. Bon, bien sûr, c'était prévisible. Des notes basses, oui, normal. C'était prévisible. Mérité, monsieur le professeur. J'ai pas révisé. J'ai pas révisé. De quoi, Il y en a qui ont copié, mais bon, c'était pas le bon moment pour copier. Là. Ils ont pas copié sur les bons élèves. Et les finisseurs ne sont pas notés. Alors certains, Moefana, il faut quand même assez jouer pour les noter. C'est assez. Moefana, il fait plus d'une mi-temps. Non. Bon, on peut en parler sur la note. Moefana, tu il a mets combien, manqué de toi, repères, mais a quand même fait de belles percussions, ce qui est vrai. Moefana, c'est pas. Il a été un peu poulet sans tête parfois, notamment sur la dernière action peut-être. Oui. Alors on précise pour le chat, c'est pas nous qui avons fait les notes. Hein. Enfin, Nous assassiner. On n'a même pas participé. Je vois que ça fait beaucoup parler. Je vois que ça fait beaucoup de parler. Pour vous dire, il y a deux personnes qui font les notes. On ne débat pas. C'est subjectif déjà, oui. Après, bon, personne n'allait mettre 8 sur 10 à tout le monde aussi. Faut pas déconner. Mais voilà. Ouais, ils sont. Non, mais trop dur. La note de Thomas Ramos, trop basse. Après, c'est toujours pareil. On compare avec celui d'à côté. Anonymous 31, ça va, on vous excuse. C'est sympa. Anonymous. Merci. Sympa. On sera pas attaqué par les Anonymous, c'est ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est quand quand même une sacrée nouvelle. C'est quand même rassurant. Hop. Messieurs, Tulagi, Pozzolo, première titularisation. Première intéressante pour Tulagi, c'est vrai, 5 sur 10. Certains diront que c'est trop dur. Bon, voilà. Pozzolo, Tulagi, j'ai marqué les stats quand même. 4 plaquages, 4 défenseurs battus. Un plaquage raté, mais 4 défenseurs battus, c'est pas mal. Il a fait partie de ces joueurs qui mettaient les Français dans l'avancée. Bon, il n'y a pas eu essai derrière, ou il y a eu un seul essai en première mi-temps, mais surtout en première mi-temps, parce qu'il est sorti rapidement en seconde. Tulagi a fait le boulot, on peut le dire. On n'en attendait pas plus de lui, il a fait le boulot et il n'y a pas grand-chose à redire sur sa performance. C'est que c'est encourageant et comme on pouvait l'espérer avec son talent. Oui, c'est encourageant. Au final, on pouvait se poser des questions sur sa condition physique. Est-ce qu'il allait être cramé ? Bon, je pense qu'il sort au bon moment. Il commençait peut-être à traîner la patte, mais il a apporté ce dont on avait besoin et ce qu'on lui demandait. Donc, c'est-à-dire un gros potentiel physique, notamment en mêlée ou sur les ballons portés. Donc, tu l'as dit en début de match, ouais. Mêlée sur l'axe droit avec lui et Antonio. D'ailleurs, la mêlée française qui rendait 90 kilos à celle italienne. Les ballons portés, les déblayages. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, il a été beaucoup utilisé en leurre. Il a fait jouer dans le dos. Et 2-3 fois, il s'est lancé, il a réussi à avancer. Il a eu un petit péché de gourmandise à un moment en allant derrière la ligne et en se faisant retourner, enfin en tout cas ne pas réussissant à aplatir. Donc ça on peut peut-être lui reprocher, mais au final pourquoi reprocher de l'envie à un jeune joueur dans cette équipe ? En tout cas il n'a pas déçu. Ouais, mais moi ce qui m'a marqué, ce qui m'a plu, c'est qu'effectivement je l'ai trouvé intelligent dans sa manière de jouer et dans la façon dont il a été utilisé, effectivement beaucoup en l'heure, et il a réussi quasiment systématiquement à faire la passe dans le bon timing. C'est Pozzolo Tulagi, donc forcément il monopolise des défenseurs, qu'il ait le ballon ou qu'il ne l'ait pas. Donc il est regardé, il est craint un petit peu et à chaque fois il arrivait à faire la passe en plus qui permettait de trouver quelqu'un dans l'avancée. Il a été aussi bon, je trouve, sur les soutiens. Beaucoup de fois on l'a vu impacter lorsqu'un joueur était tenu en l'air, impacter et faire avancer avec. Donc je suis assez agréablement surpris par notamment son physique, on n'en doutait pas, mais notamment son intelligence de jeu pour son âge. Je pense que ça prouve
encore une fois que dans l'équipe de France comme ailleurs, on a besoin d'un gros 5, pardon, excusez-moi, d'un gros 5 maintenant pour... On fait là. Oh là, celle-là, elle est exceptionnelle. Franchement, je vais te dire un truc. L'assassinat. Déjà, je vais le redire parce qu'il voulait dire un gros 5 et pas un gros sac. Oui. Parce que voilà, pour ceux qui nous écoutent. Mais c'est surtout que tu l'as dit, se vexe, tu te débrouilles. Désolé, tu te c'est pas ce que je voulais dire, je te jure. Tu te débrouilles. Là, tu m'oublies. Je suis plutôt en colère. Ah oui, là, moi non plus. Non, mais je disais, non, parce qu'on a beaucoup évolué aussi avec. Alors, on dit que c'est deux légers, même si Flamand est lourd. Woki, Flamand ensemble. Aujourd'hui, on a besoin d'un mec puissant qui pèse peut-être 150 kilos comme Tulagi ou comme Meafou. Après, je pense que les deux vont devenir... Bon, Meafou, on l'a pas encore vu, mais je pense que les deux vont devenir indispensables dans le futur de l'équipe de France. Oui, mais on a mis Woki Flamand aussi parce que Willem C était blessé. Mais sinon, c'est vrai que depuis le début... Pense à mon gros sac, là. Depuis le début du mandat Galtier, il s'est quand même toujours appuyé sur un numéro 5 puissant. Et ah oui, non mais je pense que je voulais rajouter aussi un petit truc. Je me suis dit, je pense que ces performances, c'est les performances d'un joueur qu'on lance dans le grand bain, un peu à contre-courant parce qu'il profite des blessures, etc. Mais un jeune qu'on lance dans le grand bain comme ça et qui performe parce qu'il a beaucoup d'envie et parce qu'il est pas moins intelligent qu'un autre, ça peut aussi faire une petite passe décisive à des deux porteurs, à des mecs comme ça qu'on hésite peut-être à lancer, et ça peut rassurer le staff sur le fait que des jeunes joueurs peuvent être performants dès leur entrée dans le groupe France. Oui, je voulais revenir un peu sur un commentaire c'est juste une blague, c'est que l'homme du match, au nôtre, c'est le poteau du stade Pierre-Mauroy. Moi j'aurais plus dit le T. Le T, ouais. Le T. Ou alors celui je sais qui a pas s'il y avait soufflé. un mec qui était... Parce que en plus, le toit était fermé, donc pas de vent. T'as toute la tribune ouest qui a soufflé en même temps. Toute la tribune ouest. Ils sont coordonnés. Messieurs, avant de poursuivre avec Jalibert, dont on a déjà parlé, et Jonathan Danty, il y a Fabien Galtier est passé en conférence de presse. Il a dit quoi, on a fait un bon match. Ça a été super. Non, mais c'est pour repartir. On part. Je préviens Achraf qui a un régie de première partie pour le bandeau parce que je lui fais pas des crochets intérieurs. J'ai pas le talent pour les faire. Oh non. Non, mais déjà, je vois le titre, c'est ni colère ni abattement. Bon, déjà, voilà. Et il dit, quand on lui a posé la question, je sais pas si c'est en ligne sur Rugby-Rama, déjà, pour ceux qui veulent aller la lire. Je vais voir un petit passage. Alors, on lui demande s'il y a une crise. Messieurs, il dit, quand on ne gagne pas les matchs, ce n'est pas positif. Une défaite, c'est une crise en soi. Alors oui, c'est une période délicate, douloureuse. Les émotions ressenties sont difficiles. On voit que déjà, quand même, il y a une évolution du discours. Il y a une évolution par rapport à l'Écosse. Alors l'Écosse, on dira toujours, oui, c'est une victoire. Et gagner en Écosse, c'est déjà pas mal. On a vu les Anglais qui en ont pris 30 en Écosse. Voilà. Et après, il y a quand même... Bon, la com positive a un peu repris le dessus. Il n'y a ni colère ni abattement. Contre l'Italie, les joueurs ont fait preuve de courage, ont été déterminés. On est dans le dur, mais on ira pourtant jouer le Pays de Galles avec ambition. Nous sommes toujours déterminés. Encore une fois, heureusement qu'une équipe ne se lâche pas. Mais tu vois, qu'il n'y ait pas d'abattement, je peux l'entendre, parce que c'est pas l'esprit, etc. En revanche, qu'il n'y ait pas de colère, ça me dérange un peu plus. Parce qu'à mon avis, dans ces situations-là, oui, à mon avis, dans ces situations-là, il faut un peu de colère, parce qu'il faut de la colère qui amène de la rébellion, en fait. Ou alors Fabien Galtier se rend compte, et c'est normal, du mal-être psychologique ou autre. Peut-être qu'un certain joueur, après, on est obligé d'un peu d'en parler de cette Coupe du Monde, tout ça. Donc forcément, il protège, parce que j'ai l'impression quand même qu'il protège plus qu'avant. Mais oui, mais il sait que le groupe est fragile psychologiquement et que c'est un nouveau cycle aussi. Ça peut expliquer cela, bien sûr. Je trouve ça vraiment dramatique. J'ai l'impression d'être 10 ans en arrière, quoi. 10 ans en arrière à la période des défaites encourageantes. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, il y avait le running gag des défaites encourageantes. Aujourd'hui, il y a le running gag des victoires satisfaisantes parce que le plus important, c'est de gagner, et des matchs nuls où le plus important, c'est qu'on ne se soit pas lâché. On en est arrivé à se satisfaire de ça et se rassurer avec ça, alors qu'au bout d'un moment, je veux dire, il y a beaucoup d'équipes qui sont passées par une période de crise, une période où il faut se dire les choses, que ce soit en conférence de presse ou en interne, pour mettre un coup de pied dans la fourmilière et se regarder dans un miroir. À se rassurer comme ça, à tout va, tout le temps, ça incite pas à la rébellion et au bouleversement qui est, je pense, nécessaire. Ah, je suis d'accord. Je sais pas quoi rajouter là. Le mec est complètement complet. Non, mais après. Il est complètement complet. Dans son discours, on voit que il changera pas, que ça va être. Oui, après il faut voir, comme je disais, après l'Écosse, faut voir la composition contre le Pays de Galles. Voilà, faire de la com positive
nous prendre, nous les journalistes en premier et les supporters français pour un peu des bêta-sous et nous rironner, j'entends. Non mais c'est vrai. Les bêta-sous. Ouais. Non, mais Bêta-sous, voilà, quand tu rentres dans un moule où tu fais de la comp positive, il faut aller au bout. Au moment, tu peux pas non plus péter un câble en conf aujourd'hui, ou alors peu de sélectionneurs le feront. Bah, si, justement, c'est Après- le moment de le faire. Mais non, mais c'est pas, le moment de le péter faire, un câble, ok. pas péter un câble, mais dire ouais, là, franchement, mais- aujourd'hui, il y a de la colère. Aujourd'hui, Je suis d'accord. on a pas été au niveau de l'équipe de France. Je machin. suis d'accord, mais bon, allez, Fabien Galtier a fait le choix de continuer de la comp positive, bref. Mais il faut voir dans 2 semaines maintenant. Si tu refais la comp positive, mais que tu fais des choix forts dans 2 semaines, ok. Ça veut dire qu'en interne, t'as pas du tout dit ce que tu as dit face aux journalistes et t'as un peu tapé sur les murs en leur faisant comprendre, c'est pas normal. Si dans 2 semaines, on le verra après, de toute manière, il va être obligé de changer les choses. Jalibert, apparemment, nos journalistes, quand on discute avec eux, l'ont croisé attel au genou, il pouvait pas poser le pied là, il y a un quart d'heure. Voilà, c'est pas très bon, ça sent pas très bon pour Jalibert, même si on n'a pas de diagnostic encore. Mais tu seras obligé de changer déjà sûrement l'ouvreur, peut-être même le centre numéro 12, parce qu'on verra combien de temps il est suspendu Danti. Mais il faut d'autres changements aussi peut-être à côté. Bah oui, mais le problème, c'est qu'on on protège des joueurs qui ont beaucoup gagné, en fait. C'est pas comme si c'était une dynamique négative. Mais est-ce qu'on les protège depuis- ou on leur fait trop confiance? Mais C'est différent. mais pour moi en fait c'est le danger en fait entre les faire deux. trop confiance. Oui, moi je pense qu'on fait un peu des deux et je pense qu'on est passé dans l'extrême de protection et de effectivement qu'ils conservent la confiance. On a l'impression que ces mecs n'ont jamais rien gagné et qu'ils ils arrivent dans une équipe où les mecs font que perdre depuis des années. Il faut les rassurer parce qu'il faut se dire non mais les gars vous êtes capables de gagner des matchs, etc. Comme si ça avait jamais été le cas. Alors que non, c'est une équipe, ce sont des joueurs qui ont gagné. Si au bout de 3 défaites consécutives ou enfin je veux dire une défaite contre l'Afrique du Sud, une défaite contre l'Irlande et un match nul contre l'Italie, les mecs ils remettent tout en question et ils ont confiance 0 ou moins 10, c'est un peu inquiétant sur le caractère des gars. Je veux dire c'est des mecs qui ont déjà gagné, Est-ce que ils sont pas arrivés ici par hasard quoi. Est-ce que le staff se voile pas un peu la face sur ces joueurs? Il se dit pas. Mais Bah, se voiler là, la face, maintenant, déjà, n'arrivent pas à se rendre compte que leur période dorée est peut-être passée. je suis d'accord, Là, mais le fonctionnement global je suis de d'accord. l'équipe et de la tactique. c'est sûr, mais il y a passé. aussi un nouveau staff. Il y a aussi un Donc, nouveau staff. Bah, oui. J'ai du mal à me dire que le nouveau staff assez chouchou, alors que ça fait que 2 mois qu'ils sont là. Tu vois, si c'était le même qu'à la Coupe du Monde, ok. Mais bon, Patrick Arletaz n'a pas forcément les mêmes C'est pas affections. ça. Après, celui qui décide à la fin, c'est Fabien Galtier, je pense. J'ai quand même aussi l'impression, Oui, j'ai l'impression aussi que Fabien Galtier, à travers ce discours-là, il ne prend pas vraiment ses responsabilités. C'est-à-dire il cache, alors il protège ses joueurs parce qu'ils ont eu de l'envie, etc. Mais il se protège aussi lui. À aucun moment, Fabien Galtier, on l'a entendu dire « je me suis trompé, c'est pas la bonne stratégie », que ce soit après l'Afrique du Sud où on a tous dressé le bilan de stratégiquement on s'est fait bouffer. À aucun moment il a remis en question sa stratégie. Il s'est raccroché aux statistiques, au nombre de Expected, points, ouais, voilà, essais, là. au nombre d'essais qu'on aurait dû inscrire par rapport à notre stratégie, mais à aucun moment il s'est remis en question. Et là, c'est toujours le cas. Alors, la communication positive, aussi bien pour rassurer ses joueurs qui sont peut-être en manque de confiance, mais aussi, lui, à un moment donné, il faudra qu'il prenne ses responsabilités et qu'il assume que parfois il se trompe. C'est pas forcément faire front, pour moi, c'est aussi aller au combat et dire moi, sélectionneur, je me suis trompé. Alors, il remet pas la faute sur ses joueurs, mais moi, sélectionneur, effectivement, je suis passé à côté aussi, quoi. Fabien Galtier, en plus, son fondement de base, quand il arrivait à la tête de l'équipe de France, c'était exit cette ancienne génération qui perd, exit ces joueurs qui n'ont plus la culture de la gagne. On met des jeunes, on tente des trucs et on recrée une osmose collective, un nouveau projet. Et là, en fait, on essaye de construire un nouveau projet en gardant des branches de l'ancien projet. Oui, mais C'est ça qui ne marche pas. Moi, dans l'absolu, sur le papier, ça me dérange pas qu'il conserve l'ossature qu'il a eu pendant 4 ans. Parce que déjà, au début de son mandat, il a dit que le vécu commun en 4 ans... Enfin, son projet, c'était C'est plus... cohérent au début, son c'est pas cohérent une fois que t'as fait match nul contre l'Italie maintenant. Non, mais oui, alors aujourd'hui, non. Mais au début de cette deuxième partie de mandat, pour moi, c'est cohérent parce que même avant la Coupe du Monde 2023 en France, il avait une obligation de résultat parce que l'équipe de France a gagné très tôt, très vite, et la Coupe du Monde était en France. Mais il a toujours et beaucoup parlé de 2027 parce qu'il s'est beaucoup projeté sur le nombre de sélections, le nombre de matchs communs des joueurs qu'il a appelés depuis 4 ans quand il a pris les rênes du 15 de France. Alors pour moi, ça me choque pas qu'il continue avec cette équipe-là, qui a encore une fois, comme je le disais, beaucoup gagné, qui a essuyé un échec un peu cuisant en quart de finale de sa Coupe du Monde, mais qui sait gagner. Jusqu'à où? Poursuivre. Non mais sur le plan de base, au début, ça ne me dérange pas qu'il poursuive avec cette équipe, même si elle a perdu en quart. Mais par contre, c'est maintenant que il y a quand même un constat d'échec, mine de rien, même s'il n'y a que 3 matchs dans ce tournoi, il y a quand même un constat d'échec. Et donc, effectivement, à partir de ce moment-là, il faut peut-être revoir un peu ses plans.
Messieurs, on va passer. Alors, Jalibert et Danty, on a déjà un peu parlé. Voilà, les joueurs, on a fait le tour, on a dit les noms. Même si Danty, il faudra souligner Oui, qu'encore Danty, une fois, on peut en parler un peu plus. la France prend un carton rouge dans un match du tournoi des 6 Nations. On avait Paul Willemse Irlande. en Irlande. Mohamed L'année Awas, dernière, l'année c'était dernière. Mohamed Awas. Donc il y a quand même une certains trucs à gommer, quoi. Et pareil là-dessus. C'est encore un plaquage haut, comme à chaque fois. Mais oui, mais pareil là-dessus, c'est même Ficou le disait après le match, on veut s'engager, on veut mettre de l'envie, etc., etc. Mais pour moi, c'est au très haut niveau. Tu peux mettre autant d'envie que tu veux, tu prends pas de carton rouge et tu fais pas des plaquages hauts, c'est de la technique individuelle. Se baisser pour faire un plaquage, tu peux t'envoyer comme un zinzin. En plaquant le mec au niveau des côtes, tu lui coupes le souffle, tu lui froisses les côtes. Ça te rendra pas moins surpris par le Non, mais mec il y a qui arrive. pas le Il y a- cas. Voilà. Il y a des certaines À décisions. part tu quand vois, t'es surpris tu par le vois, mec qui arrive. le Là, carton s'il rouge. est pas surpris. Voilà, là il est pas surpris, il se prépare, il Non. sait que le centre adverse Brex va percuter, là il a le temps de se baisser et c'est pour ça qu'il prend rouge. Maintenant ça compte dans l'arbitrage, Oui. c'est le temps qu'il a eu pour s'adapter à la situation, ils appellent ça comme ça. Tu vois quand tu vois Sam Cane prendre rouge en finale de Coupe du Monde, il a moins de temps où c'est plus comme Willemse, c'est pas pour excuser Willemse, mais c'est là aussi où Willemse, Il y a quelqu'un qui le dévie sur lui. voilà, il y a quelqu'un qui le machin. dévie sur lui, tu t'es pas baissé, bon, épaule à la tête, carton rouge mérité, mais ça peut arriver. Là, il a le temps, il Mais c'est le de la voit. Puis Danty, tu te dis, en puissance, il le détruit, Brex. Donc c'est frustrant parce que tu te dis, baisse-toi et tu vas le désosser. Quoi. C'est là où je dis que c'est de la technique individuelle, c'est-à-dire que, encore une fois, je vais prendre l'exemple du sautoir, mais il a fait combien de plaquages hauts dans sa vie du sautoir? Les règles n'étaient pas les mêmes, mais même des têtes-têtes, il en a pas fait beaucoup, mais parce que c'est de la technique de plaquage, il Il y s'engageait a pas les mêmes règles. comme un malade. Toi, Leader, t'as leader, tu Il prends pas plaquait de aux carton jambes rouge. systématiquement, ça. il plaquait bas systématiquement. Oui, non, mais il je met sais, des mais il y a énormes- peut-être eu un épaule-tête ou c'est juste qu'il n'y avait pas la règle. Oui. Oui, mais même dans la technique au-delà de de ça, plaquage, le souvenir du sautoir plaqueur, c'est le mec qui va assassiner les cuisses, qui va mettre des béquilles Et à après, Jerry là, on Collins, se base sur les machin. souvenirs. Mais François Cross. Oui, ou même François Cros, Cross. ou même Aujourd'hui, c'est François Thibaut Cross. Flamand qui plaque aussi très bas. Enfin, je veux dire, tu peux t'engager sans forcément Et avoir. c'est un manque de maîtrise. Oui, C'est mais vrai, en oui. plus, t'es leader aujourd'hui de l'équipe de France. Tu disais tout à l'heure, il manque des leaders peut-être. Bah, si t'es leader de l'équipe de France, tu prends pas un rouge à la 40e minute parce que t'as oublié de te baisser, quoi. Si t'as envie d'être un leader, si tu veux montrer que t'es important pour cette équipe, tu dois pas pénaliser l'équipe comme ça parce que ce carton rouge au final nous pénalise fortement. Ah oui. On mène 13-0, on prend une pénalité qui 13-3. ramène à 13-3, vestiaire. Et là, les Italiens ils disent bon, c'est un tout autre match qui commence là, juste avant la mi-temps. C'est comme si en foot il y avait 2-0, tu marquais le 2-1, quoi, parce que tu te dis les mecs sont complètement perdus en face. Et à 14, on a souffert physiquement. Yoram Moefana a dû boucher les trous au milieu de terrain avec enfin, t'es en infériorité numérique. Et puis juste avant, il met aussi un énorme timbre à retardement qui est, je pense, davantage dans les règles. Mais c'est deux actions coup sur coup pendant lesquelles il s'engage pleinement en défense. Je pense que l'intention est bonne parce qu'il sent que l'équipe de France est en difficulté. Donc il veut montrer l'exemple. Mais encore une fois, c'est très mal exécuté. Messieurs, rapidement, après je le rappelle, et pour tous ceux qui nous écoutent, vous êtes encore très très nombreux, il y aura un petit passage 7 et du coup un peu de top 14, parce que je rappelle, il y a Clermont-Toulouse ce soir. Messieurs, on va passer déjà, si vous avez des questions, quelques questions rapidement, on y répondra. On se dirige vers un forfait de Jalibert contre le Pays de Galles. Ligament latéral interne apparemment. Voilà, on lui souhaite pas. On lui souhaite pas. Mais contre le Pays de Galles, qu'est-ce que vous voyez pour dans la ligne arrière? Qu'est-ce qu'on vaut ou qu'est-ce qu'on veut? Parce que ce que je vois, c'est que Fabien Galtier, il va changer au minimum. Il est obligé de changer au centre. Il va mettre Moefana parce que c'est son homme de remplaçant d'Anti, quoi. C'est son Anti-bis. Il va mettre Moefana aux côtés de Ficou. Penaud, il va rester. Ça dépend de si Bielbiarré est remis. Bon, j'imagine que c'est un torticolis, ça ne doit pas non plus lui prendre 2 ans. Il va revenir et il va jouer à l'arrière et le Bel va garder sa place à l'aile. Et oui, Ramos en 10 forcément. Parce que je ne le vois pas mettre Gibert particulièrement. J'ai du mal à imaginer. De toute façon, il ne rappellera pas Astoy non plus. Non. Donc là, la seule solution, ce serait qu'il rappelle Jaminet. Je me dis que c'est un truc qui dans un monde est possible, mais je pense qu'il utilisera Bielbiarré derrière.
Juste pour info, pour Achraf, parce qu'on parle pas de Jalibert, parce que je veux bien, parce qu'après on le met sur les réseaux sociaux et je veux juste pas qu'il y ait marqué naufrage pour Jalibert, parce qu'on en a parlé. Merci à Achraf, c'est juste pour pas nous protéger, mais parce que voilà, on veut pas non plus enfoncer Jalibert. C'est encore plus difficile, un joueur qui s'est blessé et potentiellement une blessure grave. Parce que Jalibert, je vais pas le répéter, mais c'est un joueur qu'on adore tous. Qui n'aime pas Jalibert quand on le voit rayonner avec l'Union Bordeaux-Bègles, je sais que certains. Particulièrement pour la fin de saison, j'aimerais bien qu'il ne se pète pas, hein, moi. Non, mais je sais qu'il y en a certains sur les réseaux sociaux. Et malheureusement, lui aussi, on l'a vu commenter, mais on n'a rien contre lui. On veut juste qu'il performe en équipe de France parce qu'on est tous français. On veut que l'équipe de France gagne. Ça n'a pas été le cas ce week-end. Il n'a pas, encore une fois, pas été à son meilleur niveau. Il s'est blessé en plus. On lui souhaite que ce soit pas très grave. Messieurs, juste pour une arrière, est-ce que du coup, au centre, si Danty est suspendu, tout ça y est, au bout d'un moment, les Gaëtons de Porter, faut prendre la clé, ouvrir la porte. Mais encore, et dire allez les Je pense que oui, il va dire non, Galtier, mais je te laisse répondre. Oui, non, mais effectivement, je pense que le carton rouge de Danty, encore une fois, c'est presque une aubaine pour justifier l'intégration de Porter. Parce que on a beaucoup parlé de la charnière Lucu Jalibert avec les automatismes à Bordeaux, etc. C'est la même chose pour les centres. Moefana de Porter jouent ensemble à Bordeaux. Et donc, pour moi, le fait qu'on soit, entre guillemets, contraint de lancer Moefana dans le 15 titulaire, ça doit inciter Fabien Galtier et son staff à lancer également de Porter qui a énormément de choses à apporter. En tout cas, on le souhaite et on l'a vu avec Bordeaux. Et il y a vraiment de bonnes chances qu'il soit performant avec l'équipe de France. Il va aussi apporter sa fougue et relancer aussi peut-être une dynamique et casser un peu ce qui se passe en ce moment avec Gaël Fickou qui n'est pas performant. Donc je le souhaite, et tout comme je souhaite que Nolan Le Garec soit titularisé, parce que encore une fois, on ne peut plus s'appuyer sur les automatismes de la charnière Lucu Jalibert. Donc est-ce que c'est pas le moment de lancer un nouveau numéro 9 sur le terrain? Moi je pense que oui. Alors je partage assez ton avis, mais par contre du coup c'est intéressant. Toi tu penses qu'il faut donc aussi enlever Fickou? Tu penses pas qu'il pourra mettre Fickou en 12 et de Porter en 13 et garder Moefana sur le banc? Moi j'aimerais bien, je pense que si on met cette paire de centres là, il nous manquera effectivement un profil de centre perforateur qui est un peu au même titre qu'un numéro 5 puissant, presque indispensable au très, surtout très que haut De niveau. Porter est un vrai 13. On l'a vu ce week-end à Castres, il a joué 12. Tu vois que c'est pas son jeu. Plusieurs fois on l'a envoyé et je pense que c'est pas aussi. Il peut jouer l'aile aussi. Mais c'est pour ça que c'est un vrai 13. Mais c'est plus un 13-14 qu'un 12. Oui, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire, tu le connais mieux que moi, tout ça, tu le vois plus jouer que moi, mais j'ai l'impression qu'il faut vraiment le laisser en 13. C'est un peu le gâcher en 12. Bien sûr. Même si le Pays de Galles a pas un 12 comme Bundiaki ou autre, c'est pas ce genre de centre qui risque d'affronter dans 2 semaines. C'est quelqu'un qui préfère les espaces à la bataille physique, donc forcément en 13 il va beaucoup plus galoper et passer à l'extérieur des défenses qu'en 12 où c'est plus frontal. Et c'est pour ça c'est pour ça d'autant plus que Moefana à ses côtés c'est complémentaire, et c'est pour ça aussi que Fickou c'est pas non plus un 12. Enfin, il peine à avancer en poste de numéro 13. Alors en poste de numéro 12. Après j'ose espérer que Fabien Galtier durant ces semaines d'entraînement à Marcoussis et les fameux entraînements à haute intensité va tester les combinaisons et va se rendre compte à un moment qui marche le mieux. Je suis persuadé intérieurement qu'il va garder sa confiance en Gaël Fickou. Je peux le comprendre, on va dire, entre guillemets, pour Gaël Fickou. Mais je le vois mettre Moefana Fickou. Moi aussi. Je suis sûr. On verra. En tout cas, réponse dans un peu plus d'une semaine. Alors qu'il n'y a plus l'excuse, pour le coup, on peut gagner le tournoi. Là, on peut tester des choses. Le tournoi est perdu. Oui, c'est clair. Oui, là, donc, pour lui, c'est vrai que tu as raison, c'est l'aubaine parfaite. C'est le moment parfait pour justifier un changement, sans trop casser des mecs mentalement. Et puis en plus, c'est le Pays de Galles en face. Je veux dire, on disait oui, l'Italie c'est pas performant, etc. C'est aussi le genre de match sur lequel on peut tester. Le Pays de Galles aujourd'hui, c'est aussi le genre de match sur lequel on peut tester des trucs. Enfin, je veux dire, c'est pas le Pays de Galles. La France est actuellement 4e à 9 points de l'Irlande. Bon, autant vous dire que l'Irlande, il faut qu'ils prennent 0 points, sauf qu'ils jouent contre l'Angleterre et l'Écosse. C'est-à-dire que l'Écosse ou l'Angleterre, si l'Irlande prend 0, l'Écosse et l'Angleterre auront gagné. Donc c'est pas possible de leur passer devant. Donc oui, le tournoi est perdu. 6 points. Pays de Galles, Italie, 3 points. Pays de Galles, ils ont 3 points. C'est-à-dire victoire contre la France, ils passent devant la France. Dans 2 semaines. C'est fou, hein. C'est fou qu'on en soit là. Surtout que t'en es là. Oublie pas la victoire en Écosse. Certes, il faut la gagner. Elle tient de pas grand-chose. Donc c'est vraiment. On va gagner la Coupe du Monde. C'est incroyable. C'est incompréhensible.
C'est incompréhensible. Du coup, messieurs, les questions. Alors attendez, parce que bon, il y en a beaucoup. On a répondu Lucu. Voilà. Vous savez que Gaëtan, pas oublier Gaëtan. Oui, Gaëtan, bien sûr. Alors, sur le début de saison, Oui. même si Emilien Gaëtan a pour le coup plus d'expérience en équipe de France et plus d'expérience globalement, Oui. sur le début de saison, De Porter, la fameuse forme du moment dont il parlait, Fabien Galtier, De Porter est un peu devant Gaëtan. Oui, non, je suis assez d'accord, clairement. Et puis encore une fois, il y a l'automatisme et tout. Enfin, il y a Gaëtan, bon, Lucu, bon, bien sûr, beaucoup de monde veut voir Lucu sortir du 15 de départ. On va pas non plus. Mettre le Garec. Après, Attention à Baptiste Couillou, qui Baptiste est Couillou, dans la forme de sa vie actuellement. Non, mais vraiment, parce que c'est vraiment des joueurs. après, est-ce que c'est pas un énorme aveu de faiblesse de rappeler Baptiste Couillou pour le mettre titulaire Non. directement? Après, dans 2 semaines, il n'y a pas de tournoi 7 aussi. Et Serein, il revient quand? Serein, il a retrouvé le groupe T'imagines d'entraînement aujourd'hui. T'imagines C'est pas, Serein à la base, il est dans le groupe. Hein. Non, mais t'imagines, Ah, attention, il y a plus de tournoi de Seven. Là, c'est pas Nick Abor, capitaine Dupont. S'il te plaît, sauve-nous. Non, il peut pas d'ailleurs, il peut pas, Non, on l'a mais écrit. Par on l'a contre, dit, non, il mais peut par pas. contre, il y a une question aussi qui se poserait. Si jamais il fait débuter le Garec, tu t'organises comment ton banc? Parce que avant, on avait un 9 remplaçant Déjà, il faut voir qui c'est qui sera là. qui jouait que 9, Voilà. et on avait Ramos qui couvrait le poste de numéro 10. Maintenant, il va a priori être titularisé en 10 en cas d'absence de Le Garec, Ben, en cas d'absence de Jalibert. ça peut être Et la donc- chance de Gibert, hein, qui fait 9-10. hein. Et ben moi je pense que si Lucu sort du 15 titulaire, pour moi il sort aussi du groupe. Mais par son, Ah, manque, c'est ce que tu veux par dire. son ok. par son manque de polyvalence, parce que sinon on n'a personne d'autre qui peut couvrir le poste de numéro Ouais. 10. Après, si tu t'envoies, si, admettons, Moefana et Ficou sont titulaires, tu récupères Louis Bielbiarré. Donc tu mets Bielbiarré Penaud, l'arrière, là comme ça, Jaminet ou même un Buros, je sais pas, Oui, ou qui joue- Bielbiarré à l'arrière ou Lebel à l'aile. Tu peux aussi tenter un Lucu Léo Barré. Un Lucu qui fait 9 et Léo Barré qui fait 10-15. Léo Barré. Et avec un Bielbiarré à l'arrière ou à l'aile qui peut couvrir le poste d'arrière, Lebel Oui, qui oui. peut faire arrière-ailier. Non, mais Là, il c'est- faut c'est qu'on t'as ait un un mec. centre qui se pète là. Non, ouais, c'est vrai. Ah là, faut un mec qui couvre au centre. Donc du coup, tu passes un banc en 5-3. Bien joué Yanis, bien joué. Tu passes sur un banc Un sur 5-3, banc c'est possible, un 5-3. Ouais, Moi, c'est vrai que nous, après, ils ont tout le temps fait 6-2 ou beaucoup de fois 6-2. Donc on a un Le peu 5-3, matrixé c'est le avec seul, le 6-2. 5-3, c'est le seul truc qui C'est vrai que le sauverait 5-3 Lucu de la fin. n'est pas à jeter. 5-3 et tu mets un 2 porteurs sur le banc. Ou alors, si ce sera 2 porteurs ou Gaëtan sur le banc. Mhm. Astoy, il n'est plus dans les plans. Bah, pour l'instant, force est Asta, d'en il est que non. passé. Après, Gilbert est passé attention, devant. ouais. Gilbert est passé devant. Oui, alors attention, ça c'est la maladie du deuxième gardien au foot. On l'a très bien vu avec Mathis Lebel. Celui il a été relâché, il y a eu un blessé, ils n'ont pas compté sur Moefana une à réaction avec les l'aile joueurs ou, qu'ils avaient. machin. quoi. C'était qui du coup, l'ailier? C'était Moefana à l'aile. Non, mais c'était Oui, mais c'était il est pas Moefana à ailier. l'aile. Oui, mais tu Pas mettais lié. Moefana et il a tu pouvais commencé faire avec contre l'Irlande, Gilbert il est ou contre l'Irlande, il Léo est Barré sur le banc. titulaire à l'aile. hein, Parce que donc, Moefana sur l'aile avec Léo Barré sur le banc, s'il y a un blessé, ce qui arrive, Moefana passe au centre Mhm. et tu vois. Oui, non, mais c'est vrai. Après, ça serait dur, mais ça voudrait dire que Gilbert saute et Non mais moi je Astoy, dis pas ça. Astoy Je dis repasse pas ça, devant mais pour jouer 10 attention parce que c'est un 10 à la maladie du deuxième gardien en foot, Ouais, c'est-à-dire mais le premier déjà- se blesse, c'est le troisième qui joue. Déjà, tu vois, Parce que t'es éternel second avec tout gardien. ce qu'on se Deuxième gardien. dit, il y a une matière pour se poser des questions oui. et pour changer les choses. C'est le moment de changer les choses, c'est le moment de tester de nouveaux trucs. Testons le banc en 5-3, faisons des trucs. Non, mais en vrai, mais Oui, oui, oui. On va passer en mettons 4-4, des choses on va en mettre un place. banc en 4-4. Imagine, il y a un banc en Sur- 5-3 avec, comme tu as dit, imagine c'est Moefana Ficou, deux porteurs il rentre, il fait une pure entrée, bah, au bout d'un moment, ça va commencer. Les deux parties ils gagnent quoi. Oui. À la fois tu assassines pas tes titulaires, à la fois tu contentes ce que Des les jeunes observateurs qui demandent, et ont une c'est chance. peut-être la logique du rugby Et aussi. il y a aussi, certains parlent de Woki remplacé, mais bon, je pense que Woki, malheureusement pour lui, le jour où Flamand il met à fou, il court à 100% de leur vitesse max, et puis Ouais, c'est la deuxième ils ont mi-temps, plus ça. mal, ils ont plus mal nulle part. Je donne pas cher de ça. Je donne, non mais même de pour Sotulagi dans le 15 de départ, personnellement, Oui, Flamand mais met à sur le fou. banc tu l'as dit. Oui. Et attention, Ou attention à Tulagi, Tao. ça peut être la maladie du Oui. premier gardien. Oui. Parce que Tao. fait chier que ça m'a dit. Mais Non, non, mais mais c'est vrai, c'est vrai. Non mais c'est vrai que Parce que Tao, aujourd'hui- c'est le meilleur finisseur du monde. Voilà. Tao Donc, dans l'esprit du staff, même dans l'esprit du staff, je pense pas qu'il sorte Tao Fénois du groupe. Hein. Des 23, hein, Romain Tao Faut Fénois. pas oublier que Tao Fénois il voulait prendre sa retraite aussi il y a 6 mois. Et alors, Antonio aussi, Oui, c'est le Antonio meilleur aussi, pilier. c'est- oui, je suis d'accord. Donc ça, on s'en fout ça. Alors ça, je t'explique. Moi, Parce qu'il faut gagner. faut gagner des matchs. vite. Hein. Oui, il faut gagner des matchs. Là, s'il y en a un qui voulait prendre sa retraite, purée. il attend. Messieurs, on va parler un peu top 14. Ah. D'abord, Seven. Ah. Je rigole. Antoine Dupont. Alors oui, il était pas sur la pelouse
du stade Pierre-Mauroy. C'est un peu Il nous manquait là, un petit neuf qui mettait. un regret pour beaucoup de monde, mais il faut s'y faire. Alors là, il ne jouera pas souvent en 2024, c'est comme ça. Antoine Dupont, alors à l'heure où on tourne, l'équipe de France est qualifiée pour les demi-finales. Donc voilà, donc on ne sait pas le résultat. Sur ses débuts, messieurs, juste sur ses débuts, il va falloir être précis parce que sinon il y a des propos qui vont être vite inutilisables. Non mais 2 premiers matchs en toute discrétion, on joue 3 matchs, on joue 3 minutes, puis 4 minutes, on se contente entre guillemets de faire des passes, tout ça. Et déjà la deuxième journée, un premier essai avec un cadrage débordement, un raffut dont il a le secret, l'essai de la victoire. Tout se passe bien quand même au Canada pour Antoine Dupont qui prouve encore un peu plus sa palette. On a parlé ensemble, mais faut dire un truc quand même. Il joue en collant. Antoine, tu nous as pas habitués à ça là. Non mais en collant, on est qui nous On est les ailiers en Angleterre là, des Saracens, on joue en collant. Non. Bon, j'espère pour lui que ça lui fait pas perdre de la vitesse. Il semble pas parce que oui, son essai 4 deb et raffut est quand même assez joli. Un classique. Un classique qu'on a eu en top 14. Voilà. Il y va. Essai décisif contre l'Irlande en quart de finale. Avec une défense irlandaise qui a. Oui, ils ont oublié de défendre. En fait, je pense que le demi-mêlée irlandais, c'est pas qui c'est. Mais Il n'y aura que le Seven en fait. Il n'a jamais regardé le rugby à 15. Il ne sait pas qui est Antoine Dupont. C'est-à-dire que si tu lui ouvres un petit côté de 10 mètres. Mais parce en fait, qu'ils sont un de moins. Dupont, Ils sont un de moins et il a voulu compenser à ce moment-là. Je pense qu'il a montré qu'il fallait pas s'inquiéter et que. Non, alors je verrai. Qu'il aurait pas de mal à s'adapter, que ça va être un très bon joueur pour l'équipe de France et qu'il peut faire gagner des matchs. Il peut faire gagner des matchs. Après, je réponds à Vito et ce qui est vrai, on ne dit pas que c'est lui qui fait tout gagner. Attention, les premiers matchs, il a pas joué beaucoup. Le taf avait été fait par les autres, qui sont des purs sétistes, peut-être. Mais voilà, mais c'est vrai que. Non, mais pour aller dans. Juste dans sur les le performances sens de Dupont, son adaptation à 7, si vous voulez, pour pas parler des résultats. Pour aller dans le sens de ce viewer dont j'ai oublié le nom, qui souligne aussi la performance des autres, c'est que ce qu'il faut aussi noter sur Dupont, hormis ces 2 exploits, cet exploit personnel et cet essai en solitaire, il fait beaucoup jouer autour de lui. C'est-à-dire qu'il fait jouer les purs setistes qui sont effectivement performants, parce que si l'équipe de France a gagné 4 matchs, c'est pas uniquement grâce à Dupont, je suis d'accord avec ça. Et il se mue bien souvent en relayeur, où il utilise le fait qu'il est peut-être scruté de près par les défenses pour faire briller les autres. D'ailleurs, il se met au service du collectif, vraiment quoi. L'essai de. Je crois que c'est Rebadge qui a marqué Son Rebadge sur l'essai de. Après la percée de Ryan Rebadge. Ryan Rebadge, pardon. C'est la passe sautée, il fait une passe sautée. Oui, il fait une passe sautée pour Gandidier qui remet intérieur à Rebadge qui va marquer. Il est quand même important aussi dans le collectif. Et je pense qu'à 7, ses qualités techniques vont encore plus se voir par rapport à 15 dans un rôle où il va être très souvent relayeur et il va être amené à faire beaucoup de passes longues et risquées. Sa précision peut faire beaucoup de bien. Voilà, c'était pour le passage un peu Antoine Dupont sur rugby à 7. On espère que les Bleus vont gagner. De toute façon, nous, on est plus des mecs de 7 aussi que des mecs. Ouais, moi je suis plus qu'un dragé Bordeaux. Ouais. Donc il y a bien une équipe de France qui gagne ce week-end. C'est vrai qu'on n'a pas pu compter sur l'équipe de France des moins de 20 ans non plus. C'est vrai que quand même l'Italie. Il y a 2 équipes de France. Il y a surtout de France qui gagnent. C'est du jamais vu ça. Alors c'est du jamais vu, oui, parce que l'équipe de France n'avait jamais perdu contre l'Italie dans moins de 20. Mais 4 matchs à domicile pour les équipes de France, aucune victoire. Un match nul, 3 défaites. 2 défaites contre l'Irlande. C'est fou. Une défaite contre l'Italie pour les moins de 20, donc 2 à domicile. Par contre, 2 victoires en Écosse, ok. Mais c'est vrai que pour l'instant, les équipes de France, pourtant, sont. Après, et aussi juste un petit mot pour féliciter. Dire que les 20, il y avait beaucoup d'absents. Ah, mais bien sûr que oui, l'équipe de France grande aussi. Mais oui, il y en a énormément. On va pas revenir dessus, mais il y en a énormément, peut-être un peu trop à mon goût. On peut juste aussi féliciter les féminines qui ont également gagné 4 matchs et qui sont également qualifiées pour les demi-finales. Contre l'Australie, bien sûr. J'ai regardé. On retourne à 7 là. Pour, oui, non, pardon. Non, mais voilà, c'est. Oui, bien sûr, les filles. Elles ont aussi été mais les filles, très performantes à 7. C'est plus habituel qu'elles performent. C'est moins une surprise de les voir en demi-finale. Oui. C'est moins une surprise de les voir en demi-finale, c'est vrai. Messieurs, passons au top 14. Alors, rapidement, top 14, qu'on a déjà 1 heure d'émission. La Rochelle, messieurs. La Rochelle, défaite contre Perpignan. L'USAP a pris le bonus offensif contre La Rochelle. Au bout d'un moment, les Rochelais, il ne va pas rester assez de matchs. Alors, certes, ce sont les doublons, on en parle beaucoup, il y a les internationaux qui ne sont pas là. Mais au bout d'un moment, le temps va commencer à presser du côté de La Rochelle. Là, il va falloir lâcher seloger.com et foncer sur le terrain ou au centre d'entraînement. Mais oui, c'est inquiétant pour La Rochelle, surtout que quand tu regardes l'équipe qui est alignée face à Perpignan, c'est pas des peintres, quoi. Tu te dis, La Rochelle, ils y vont pour gagner. Et
Bon, il y a l'équipe de l'USAP qui est quand même, faut le dire, surprenante dans le bon sens du terme depuis plusieurs semaines maintenant et qui enchaîne les bons résultats à domicile notamment. Et La Rochelle n'a plus cette capacité à faire peur à tout le monde. Il se peut qu'avant, il y ait aussi des équipes qui fassent tourner de ouf à La Rochelle et que du coup, les cadres de La Rochelle se reposent, mais soient plus tranquilles à domicile. Et là, en fait, il faut batailler chaque week-end et tu sens que c'est un peu plus dur. Évidemment, il n'y a pas les internationaux, notamment Reda Wardi, Bourgarit est blessé, les deux sont blessés d'ailleurs. Il n'y a pas Aldrit, il n'y a pas Danti. Il en manque. Mais il y a quand même du monde. Donc oui, c'est inquiétant pour La Rochelle. Je pense que Roland Garros doit se faire un sang d'encre en voyant en plus à quel point le classement est serré et à quel point il y a des équipes qui luttent pour le top 6. Oui, et puis quand tu es double champion d'Europe aussi, tu es censé avoir appris à gérer ces périodes de doublons. C'est pas possible que tu n'aies qu'une seule équipe de compétitive et que derrière, dès que tu sors tes cadres, ça fonctionne plus du tout. Donc effectivement, il y a un peu urgence à se remettre la tête à l'endroit. Là, La Rochelle, quand même, 9e. 9e, bon, le match de Clermont-Toulouse ne changera rien pour leur classement, ils resteront 9e Clermont est devant eux. cette journée. Oui, Clermont, au goal average, Clermont a gagné. Oui, donc Clermont, si ça gagne, ça Clermont, prend déjà... Clermont, si ça gagne, là déjà, ils ont 5 points de retard sur le 6e. Et le 5e aussi, puisque Pau et le Racing sont à égalité. Déjà, 5 points, ça commence à faire quand tu cours après pour une qualification. 5 points, c'est surtout, pas après une équipe, après 3 équipes. 5 points quand tu cours après 3 équipes, ça commence à faire. Clairement. Et je vais regarder juste, avant de passer leur prochain match à La Rochelle. J'avoue, je ne l'ai pas en tête. Je sais pas. Merci. Attendez, je le trouve pas. Ah, si tu reçois Clermont, match important, c'est le dimanche soir. J'ai regardé les matchs samedi, c'est le dimanche soir. Un match à 8 points. Il ne faudra pas prendre... La Rochelle-Clermont. On a le cœur de s'imposer. Oui, mais attention. Il y aura quelques joueurs qui sont peut-être relâchés. Rochelet, je sais pas, il y en a pas beaucoup. Boudin, peut-être même pas. Non, mais surtout que La Rochelle. Peut-être relâcher un Stoy. La Rochelle, tu reçois Clermont et tu reçois le Stade Français qui est leader. Sauf que ce sont deux équipes qui souffrent pas beaucoup des doublons. Bah, pas du tout. Non. Ouais, pas du tout. Pour pas dire, Stade Français, si t'as pas Gabriac, ça fait un mec que tu. Il est au barré. Voilà, il est au barré, tu vois, ça change quand même pas de genre, même si le Stade Français a quand même. Mais ce sont deux réceptions qu'il faut pas louper. Je pense qu'il faut en perdre aucun des deux, sinon c'est vraiment alerte rouge à La Rochelle. Oui. Messieurs, parce que là du coup il y a beaucoup de monde qui... J'en profite qu'il y a beaucoup de monde, parce que je pense que vous êtes surtout là aussi pour l'équipe de France, ce que je comprends. On le fait tous les dimanches soirs, voilà, pour l'instant, 3e mi-temps, top 14. Bien sûr, pas ce soir, on le fait aujourd'hui, il y a Clermont-Toulouse ce soir, mais pas aujourd'hui, mais les prochains dimanches, si vous voulez, c'est avec grand plaisir pendant 1 heure. On se fait le week-end La Rochelle, un peu le week-end top 14. En globalité. Et d'ailleurs, info top 14, un fait divers, le domicile de Guido Pelletier a été cambriolé. Mauvais week-end là. Voilà, mauvais week-end pour l'Argentin qui apparemment, je crois qu'il s'est blessé en plus contre Castres, il est sorti très tôt hier. Un préjudice estimé à 240 000 euros. Voilà, donc c'est pas rien. Voilà. Entre le 23 et 25 février, voilà, des montres de luxe et de l'argent ont notamment été dérobées. Donc voilà, info Le Parisien. Triste nouvelle. Triste nouvelle, on espère que ça ne se renouvellera pas. Messieurs, rapidement, Daku Waka. Rapidement, tu fais bien. Rapidement, très rapidement, puisque l'ailier parisien a inscrit l'essai de l'année. Ou un des essais au moins. Ouais, depuis que je suis passionné de rugby, c'est des essais qui marquent. Rapidement, qu'est-ce que vous l'avez vécu en direct? Voilà, Théophile, tu l'as vécu en direct. Pau, j'étais dans la voiture. Moi. Voilà, donc il rentrait de Pau. Juste en direct, c'était assez fou de se dire, on s'est dit où il va. Bah, il a vite montré où il allait, quoi, dans le but du Racing. 127 mètres de course. Au moment où il récupère le ballon, où il finit dans le but, 127 mètres avec le ballon et il y a eu un petit coup de pied par-dessus. C'est ça pour les stats. Ouais, la grande mêlée. C'est quand même assez fou et il a marqué la saison. Non mais déjà il fait un très très gros match et il passe pas loin un peu plus tôt de marquer pareil un essai en bout de course. Il se fait rattraper par. Il y a une cuillère d'Arundel, je crois. Il y a une cuillère d'Arundel et il se fait rattraper par Clément Jacques ou quelque chose comme ça. Et donc sur cette action-là, c'est assez dingue. Déjà il récupère le ballon un peu sous pression, machin. Il relance depuis son embut. On a un peu l'habitude de le voir parce que maintenant il y a les renvois d'embut, donc les joueurs ont plus tendance à relancer depuis leur embut. Il fait un coup de pied par-dessus qui rebondit à 1,50 m d'un joueur qui est blessé. Il récupère le ballon juste à côté du joueur blessé, c'est-à-dire qu'il lui marche sur la tête, c'est exactement la même chose. Et puis après, personne ne le reprend et il fait 127 mètres. Pauvre Kamicha là. Il fait 127 mètres. Pauvre Kamicha, il fait quand même un énorme effort. Oui, c'est pour ça que je dis le pauvre.
Mais surtout qu'apparemment, il voulait sortir. Il était pas très bien. Il voulait sortir. Et par contre, là où le Racing peut en vouloir, c'est un peu à Night to Vie. Ça aurait pas changé la physionomie de la rencontre. Mais quand tu es Night to Vie, tu as la pointe de vitesse, tu dois obliger Dakuaka à inscrire en coin. Oui, parce qu'il l'a. Au moins obligé. Il aurait aplati en coin. Je dis pas que le buteur parisien aurait loupé la transformation. On dirait qu'il a donné une récompense en mode. En fait, il a abandonné. Bon, après, l'exploit de Dakuaka se suffit à lui-même, sans parler des erreurs des autres. Mais c'est un essai, voilà. Dakuaka inscrit l'essai de l'année. Un des essais de l'année pour l'instant, un des essais de l'année peut-être, parce que si on voit ça tous les week-ends, on se régale. Messieurs, on va passer à Oyonnax, ça dépend comment Oyonnax. Oyonnax. Alerte rouge à Oyo, puisque les Oyonnaxiens sont lanterne rouge du top 14. Ça, c'était déjà le cas avant cette journée, mais c'est que ça commence à... Tout le monde a gagné autour, quoi. Forcément, quand tu perds contre Lyon, déjà, ton concurrent, un peu, parce que oui, Lyon aujourd'hui lutte pour le maintien, donc gagne. Montpellier gagne contre Bayonne, et Perpignan prend 5 points contre La Rochelle. Donc là, c'est très, très, très mauvaise nouvelle. C'est vrai qu'on a du mal à voir comment ces Oyonnaxiens vont réussir à inverser la tendance et remonter, quoi. Parce que devant, ça fonctionne bien. Et Oyo, il marque le pas et tu as du mal à trouver de quoi y croire pour eux, quoi. Ouais, je suis honnêtement très inquiet pour Oyonnax parce que effectivement, ce qui est assez frappant, c'est la dynamique entre les Oyonnaxiens et les clubs qui sont autour. Avant, ce qui cachait un petit peu, ce qui jouait un peu les caches-misères, c'est que Montpellier était vraiment catastrophique et donc c'était à celui qui était le moins mauvais, on va dire. Là, autour d'eux, il n'y a plus personne qui est aussi en difficulté que le sont les Oyonnaxiens et donc on a quand même du mal à imaginer, à trouver des perspectives positives pour cette équipe-là qui semble honnêtement un ton en dessous. C'était quelque chose qu'on pouvait anticiper en début de saison parce que sur le papier, ils ont effectivement l'effectif qui est peut-être le plus faible et là ça se confirme très franchement. Ouais, mais en plus, c'est gagne pas à l'extérieur, quoi, Oyonnax. Non, quand tu regardes, ce qui avantage Montpellier, c'est aussi la victoire bonifiée au Racing. Ouais, mais c'est le plus frustrant pour Oyonnax. Il y a des matchs qu'ils doivent gagner. À Bayonne, ils doivent gagner. Au Stade Français, la deuxième journée, ils doivent gagner. Il y a des matchs qu'ils maîtrisent. Et même, rappelez-vous, ces casquettes de Bielbiarré dans la neige qui fait gagner le match à l'UBB à Oyo. Le match contre le Stade Français où Oyo maîtrise il y a 3 semaines. Là, Oyonnax, ils sont sur 5 défaites de rang. 100 points encaissés en 2 matchs. Alors certes, c'était à Toulouse. 60 points à Toulouse, ça fait tâche. Tu peux dire c'est Toulouse quand tu mets la machine. Et puis ils en avaient marqué 34, c'est pas rien quand même, Ernest Vallon. Là, tu en prends plus de 40, 54 points en 2 matchs, ça pique défensivement. Et semaine prochaine, tu reçois Montpellier. Montpellier en ce moment, c'est le match à dernière chance. Honnêtement, tu perds là contre Montpellier à domicile. On parle de La Rochelle qui doit faire la course avec 3 clubs qui ont 5 points de plus. Oyo, si tu perds à domicile contre Montpellier, tu es à combien de points là, ils ont 6 points de retard. 7 points. Ils ont 7 points, donc ils passent à... Non, c'est sur Montpellier. Montpellier qui est quand même 13e avec la victoire de Perpignan. Ils passent à 11 points, honnêtement. Ouais, mais tu serais forcément, si Montpellier gagne contre Oyo, alors on va imaginer qu'Oyo prend 0 points contre Montpellier, il serait à minima à 9 points de Perpignan qui est actuellement à 31 points et 12e. Donc si Perpignan passe 13e après la victoire de Montpellier, il serait à 9 points, ce qui fait 2 victoires et dont une botifiée, ça fait beaucoup. Bon, c'est pas impossible non plus, hein, mais bon, c'est pas insurmontable, mais ce serait très mal engagé. Ok, voilà, c'était pour le point de top 14. Messieurs, dames, dans le chat. J'espère que ça vous a fait un peu oublier un certain France-Italie. Bon, apparemment, c'est un match qui a eu lieu. Ça a joué. Donc, et ce soir, bien sûr, Clermont-Toulouse, suivez-le sur Rugbyrama, en direct, bien sûr, en live. Toulouse-Clermont, 2 belles équipes. Alors, Toulouse, forcément, salle internationale, beaucoup de jeunes. Beaucoup même, peut-être un peu trop pour gagner à Clermont. Match important pour le top 6 pour Clermont. Surtout pour Clermont. Toulouse, bon, même si Stade Français a gagné, donc ça met un peu mais bon, Toulouse, il y a la réception de Castres la semaine prochaine qui fonctionne bien, donc je pense qu'ils vont viser plutôt celle-là. Merci à tous de nous avoir suivis, vous êtes très très nombreux. Qui joue 15 pour Toulouse? On ne sait pas. A priori, on va pas trop s'avancer. Calvin Gourg était prévu avant le Bel, donc on va pas l'officialiser. Le club l'a pas fait, donc on va pas se prononcer, mais on peut penser sur le banc que Calvin Gourg a la position numéro 1 de la hiérarchie. Apparemment, Toulouse a décidé de jouer à 14. À 14. Comme la France en deuxième mi-temps. Il y a Hello qui dit bonjour à tous. Alors, écoute, désolé de te décevoir. Tu vas devoir regarder le replay qui sera disponible très bientôt. Merci à tous, vous avez été nombreux dans le chat. Vous avez beaucoup parlé. Graou est blessé. Oui, il a pris une béquille.
contre Oyonnax la semaine dernière. Donc il est un peu préservé, ça a priori pas très grave. Mais il ne s'est pas entraîné lundi, il ne s'est pas entraîné mardi. Donc voilà, il a été préservé. Il n'est pas en groupe, du coup c'est Baptiste Germain et Arthur Rottière, si jamais, qui couvrent le poste de demi de mêlée. Merci messieurs. Merci Achraf en régie. Voilà, on nous remercie. Alors, t'as un nom trop long, mais merci à vous. Merci à vous, c'est grâce à vous, sans vous on n'est pas là. Sans vous on n'est pas là. Merci Achraf en régie, merci Julien, merci Clément, merci Manon, merci Tristan et tous les autres du web qui ont été là tout aujourd'hui, et surtout le journal dès ce dimanche soir à lire à numérique, et dès ce lundi à acheter chez vos marchands de journaux. Merci à tous. N'oubliez pas, 3e mi-temps tous les dimanches soirs, live la grande mêlée, samedi à 11h. Tant que vous êtes nombreux, j'en profite. Merci à tous, ciao ciao.